Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Goodwin Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le point sur la semaine sur les marchés financiers, réfléchir un petit peu, prendre notre temps, un petit peu de recul et puis voir quelques perspectives. Aujourd'hui, on va analyser les actions parce que ça a été quelque chose qui a été très porteur toute la semaine, Amazon, Apple et Microsoft, et voir les différences de dynamisme qui sont assez impressionnants. Si on résume grosso modo cette semaine, on a une semaine à la fois de range pour les principaux indices et des breaks nord que l'on a eu sur certains secteurs et certaines actions bien particulières. Là, on sent que les investisseurs sont globalement plus prudents dans leur choix d'investissement, et surtout ils sont beaucoup plus sélectifs, et ils favorisent les grosses sociétés poids lourds. C'est ce qui a permis de tenir le marché. Je vous donne juste un exemple. Hop, je vais descendre un petit peu, ce sera mieux au niveau du son à mon avis, ça va moins saturer. Voilà, je règle en direct les choses. Hop, voilà, moins 5 dB. Je pense que là, je peux gueuler comme un Italien et ça devrait pas saturer au niveau du son. Voilà, c'est bon. Donc ils sont beaucoup plus sélectifs, mais ils se concentrent sur les grandes valeurs. Et ça, on le voit tout de suite. Regardez. Hop. Alors ça, j'en parlerai juste après. Je vous montre juste le graphique sur le Russell 2000. Donc indice très large. On voit qu'on a eu un point bas sur la journée de mercredi et de jeudi, et on a eu un super rebond. Si je vous mets le Nasdaq, on voit qu'on n'a pas eu tout à fait cette vision-là. On aurait dû être sur la R1S. Et la chute que l'on voit ici sur le Nasdaq, la chute de jeudi et une grande partie de vendredi, ça s'est joué sur deux valeurs. Ça s'est joué sur Amazon et sur Apple, et on a eu ensuite un retour de flamme comme on le voit là à l'ouverture des marchés américains, et c'est reparti tout va. Et là vous avez un record historique de tous les temps devant vos yeux sur le Nasdaq. On est content de le voir, et on a surtout, ça on reviendra dessus, un record de tous les temps sur l'action Microsoft qui a complètement explosé plein nord, et c'est simplement Microsoft qui a permis au Nasdaq, que l'on revoit là, de s'en sortir et d'arrêter cette petite phase baissière. Donc j'avais écrit un article sur l'ultra concentration sur les indices de quelques valeurs qui, si vous prenez par exemple sur le S&P 500 valeurs, vous prenez 10 valeurs, ça fait à peu près 80% du volume. Donc si ces 10 valeurs vont bien, vous pouvez avoir 490 valeurs du S&P 500 qui vont pas bien. Votre S&P 500 il sera flat, ou il sera même un petit peu dans le vert. Donc vraiment essayez, quand on trade les indices, d'avoir toujours dans le petit coin de l'œil, surveiller les 4 ou 5 principales capitalisations. Et si par exemple on trade le Nasdaq, c'est pas mal d'avoir sous les yeux Apple, c'est pas mal d'avoir sous les yeux Microsoft, etc. Je ferai un prochain webinaire dans 15 jours, dans 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus tout à fait mon planning, parce que je prévois les webinaires un petit peu à l'avance. Comme ils sont en direct, je les prépare, où je vous montrerai 2 ou 3 outils qui vous permettent d'avoir instantanément une vision de l'état du marché. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement visuel, et j'espère que ça vous sera profitable. En tout cas, moi je l'ai toujours sur un coin de mon ordinateur, enfin sur un de mes écrans, et quand par exemple j'ai du mal à voir la tendance, hop, je jette un petit coup d'œil à ça, et poum, instantanément au niveau des couleurs, ça me parle tout de suite pour voir si on est dans une journée rouge sang ou dans une journée verte ultra positive. Et c'est ça qui est quand même super intéressant. Donc,
on est sur un marché qui est de plus en plus sélectif. Et quand un marché est de plus en plus sélectif, quand il y a tout qui ne monte pas en ligne droite, quand vous avez certaines actions qui explosent nord et d'autres qui se mettent à baisser et des grosses capitalisations, ça veut dire que les investisseurs sont un petit peu plus méfiants et qu'il va falloir, et qu'ils vont vraiment, cette fois-ci, ils n'achètent pas tout en bloc, ils ne balancent pas 10 millions, 100 millions de dollars comme ça en achetant à peu près tout et n'importe quoi, de toute façon il y a tout qui monte. Ils vont faire vraiment de la sélection, j'allais dire normalement le vrai boulot, quoi. Essayer d'identifier les valeurs à forte possibilité, à forte croissance et dégager les autres, voire même les shorter si on pense qu'ils sont en pas très bonne situation économique. Je rappelle que le short n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça fait partie de la sélection naturelle, tout simplement. Et je citerai la phrase de Raymond Barre qui m'a toujours marqué. Alors oui, je sais, Raymond Barre, ça parle peut-être pas à grand monde, mais pour moi, c'est un grand maître, entre guillemets, en tant qu'économiste, peut-être pas en tant que Premier ministre, mais bon, quand on arrive pendant le premier choc pétrolier, c'est pas évident non plus, et quasiment le deuxième ensuite. Raymond Barre disait « On ne soutient pas les canards boiteux ». C'est-à-dire que c'est un peu la politique française. On a soutenu, par exemple, les mines, certains pans de l'agriculture, alors qu'on sait très bien qu'ils sont condamnés, mais pour des raisons politiques, parce que des raisons politiques et électoralistes, on a soutenu à coups de milliards de subventions des secteurs économiques dont on sait qu'ils n'avaient strictement aucun avenir, au lieu d'investir dans des secteurs porteurs d'avenir qui vont générer des emplois et qui auraient pu nous donner des positions majeures dans certains secteurs économiques clés. C'est des choix, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire la politique économique française des 60 dernières années. Avec des si, on serait la première puissance économique au monde en ayant fait les bons choix. Mais voilà, déjà on aurait lâché le Minitel un petit peu plus tôt pour développer l'Internet, qui était, n'oublions pas, une invention française. Voilà, mais on a préféré tout mettre sur le Minitel. Et voilà, on voit où on en est maintenant. Là, je vous parle avec un Minitel. N'oubliez pas de faire 3615enlil.com pour vous connecter et voir le direct. Donc, beaucoup plus sélectif, et ça va être intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter un petit peu à l'aveugle comme on a pu le faire les dernières années. Il faut bien attendre les résultats des entreprises américaines avant de mettre une bille dessus. Acheter avant la publication des résultats, c'est vraiment un coup de casino. Par exemple, vous auriez pu dire les secteurs qui se portent bien, c'est tous les GAFA, les Apple, les Amazon, les Microsoft, GAFAM, on va dire même. Je mets des billes dessus, et vous seriez peut-être très mal sorti cette semaine. Par contre, en attendant, en ayant la patience, en ayant la prudence d'attendre les résultats des entreprises, et puis finalement d'être un petit peu suiveur ensuite, ça évite pas mal de coups de boule. On va passer à l'analyse technique des différents indices. On a à peu près fait le tour du climat psychologique. Je vais rajouter qu'il y a toujours le problématique de l'inflation, mais pour le moment, ça n'est pas mis en avant du tout par les investisseurs. C'est une crainte un petit peu en fond. Là, vraiment, c'est l'analyse des bilans et des résultats de chaque entreprise. Et comme je vous l'ai dit toute la semaine dernière, quand on n'aura plus ça, ça risque d'être un petit peu plus chahuté en bourse, puisqu'on n'aura pas ce recul. On n'aura pas, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt, le bilan des entreprises. On se retrouvera face, prochain bilan d'entreprise sera dans 3 mois. Et on se retrouvera face aux statistiques économiques et à la perception, à la sensation du dynamisme économique ou pas. Et donc ce sera un marché qui sera certainement un peu plus chahuté. Merci au fait de regarder cette chaîne, de vous abonner, d'essayer d'en parler autour de vous, de mettre des petits likes. Et puis on attaque dans le dur. Hop, le dur, il est là. Voilà, très bien. Je vous rappelle qu'on a un week-end chargé, comme tous les week-ends.
Dans une heure, dans 50 minutes, on va avoir la mondialisation des cerveaux, une guerre majeure. Je vous, in- je vous invite vraiment à venir voir ça, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur les mouvements économiques actuels. Histoire, demain à 10 heures, on verra une société d'ordre sous l'ancien régime, on parlera des Bellatores, Laboratores, Oratores, si vous ne savez pas ce que c'est, bah vous le saurez. Et puis on va voir le training sur les crypto-monnaies sur futur, ou comment ne pas vous faire rouler, tout simplement. Voilà, je crois que c'est clair. On attaque, j'ai mis le Nasdaq, oui, et ben allons-y, on va commencer par le Nasdaq. Alors, Nasdaq, il vient enfin de breaker le plus haut du mois précédent. Il nous l'a fait vendredi et il n'a cessé d'accélérer. Alors là, on avait quand même alors c'est des bougies en une heure. On avait une configuration assez idéale. Pourquoi on a une configuration assez idéale? On va rentrer un petit peu dans la microstructure de marché. On a une baisse. Ok, ça, on est la nuit et sur les heures européennes relativement classiques. On voit qu'à partir de midi, 13h, on commence à stagner. On a eu un point bas sur la bougie entre midi et 13h, ce qui est aussi un classique, qui nous a remis quasiment au niveau de jeudi. Alors là, il y avait deux possibilités. Soit on essayait de se reprendre un petit peu, soit on plongeait directement sur la résistance 1S avec belle possibilité de rebond à ce moment-là. Donc nous, on attend. Et on voit qu'ici, on a une petite bougie d'indécision et ça se calme. Ici aussi, donc on a plutôt, on ne sait pas si à l'ouverture des marchés américains, ça peut monter plein nord ou chuter plein sud, mais en tout cas, on a déjà une stabilisation. Ça veut dire que là, on arrive un petit peu, si j'ose dire, dans l'équilibre de la force. Tout le monde est à peu près d'accord que voilà, c'est un niveau qui plaît un petit peu à tout le monde, d'autant plus que, regardez ici, c'était notre grosse bougie de 22 heures mortelle et on était positionné pile sur le point bas. Donc, je vais éternuer. Voilà, c'est bien du direct. Donc, on était en zone de stabilisation. Donc là, il ne faut pas se précipiter. Si vraiment on est ultra optimiste, tout va bien sur le marché, on prend une position à l'achat, ou si on est ultra pessimiste, blablabla, on prend une position à la vente. Quand le marché stabilise, c'est pas le moment de jouer entre guillemets à pile ou face. Il faut faire totalement abstraction de notre ressenti. La seule chose que l'on peut voir là, c'est que le marché se stabilise sur une zone qui est à peu près correcte, un petit peu sur la zone des 15 625, et qu'on ne bouge pas dessus pendant 2 heures et qu'on sent qu'on va attendre l'ouverture des marchés américains pour prendre une décision. Et là, beaucoup de gens vont pas gagner de l'argent, vont se mettre à ramer parce qu'ils sont dans une optique ça baisse. Optique effectivement intéressante, ça a baissé toute la nuit, ça a baissé pendant toute la période européenne. Très bien. Par contre, j'insiste vraiment auprès de vous, vous avez, dans une journée de trading, vous avez deux timings totalement différents. Vous avez la partie européenne, on va dire, qui ouvre de 8h, 9h, jusqu'à 13h maximum, midi 13h. Ça, c'est une partie européenne. Le marché peut aller dans un sens, il peut baisser. Quand on repasse sur la partie américaine, il faut vraiment que vous vous dépolluez de toutes vos idées préconçues qu'ont pu vous donner le marché européen le matin. Alors évidemment, si ça baisse le matin, on a plutôt une optique baissière sur l'après-midi. Eh bien, c'est totalement faux. Il faut vraiment voir ça comme une nouvelle journée, parce que les Américains, ils pensent déjà pas comme des Européens. Heureusement pour eux et heureusement pour les Européens aussi, ça dépend de quoi on parle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment considérer que c'est deux journées totalement différentes. Et quand vous arrivez sur la session américaine, ce qui s'est passé en Europe, ça n'a aucune importance. Si le marché européen fait plus 3%, les marchés américains peuvent faire moins 2%. Et inversement. Pourquoi ça n'a aucune importance? Parce que en nous simplifiant, tant pis pour notre égocentrisme, pour notre européocentrisme, les Américains se foutent mais royalement de ce qu'on a fait.
Je vous rappelle quand même que vous avez un Américain sur deux qui ne sait pas placer les États-Unis sur une map monde, alors la France encore moins. La seule chose qu'ils connaissent de la France, c'est Paris, le champagne, et pour les plus cultivés, éventuellement le Moulin Rouge. Je vous parle de 98%, 95% des Américains, je ne vous parle pas de l'élite sur la côte Est, qui a une meilleure culture française que nous-mêmes à bien des égards. Mais, grosso modo, la France, ça ne représente rien. On a là le président Macron qui va s'entretenir de manière martiale avec Joe Biden, mais Joe Biden, il n'en a rien à foutre. Il lui fait plaisir, il l'écoute, il sourit, il lui serre la main, voilà, il est content. L'important, c'est de sauver la face, voilà, l'image entre guillemets de la France, mais très concrètement, pour un Américain, pour même un président américain, la France c'est 1% de l'humanité et c'est 2% du commerce. Voilà, c'est pas spécialement très très intéressant. On le voit, les présidents américains vont... le dernier et l'avant-dernier président américain ont été d'abord à voir la Suisse avant d'aller voir la France sur leur agenda. Donc, ce qu'on pense en Europe, ce qu'on a vécu en Europe, ça n'a aucune incidence. Et là, si vous étiez parti sur un billet baissier, je pense à mon ami Nob75, l'après-midi, ça a été plus compliqué. Il n'a pas pu gagner beaucoup d'argent, alors que si c'était lavé, si j'ose dire, il faut vraiment faire une sorte... on s'efface, hein, vous voyez, c'est Men in Black, quoi. Vous flashez, quoi. Vous flashez, vous arrivez à 15h30, c'est une nouvelle journée, c'est rien passé. À la limite, vous cachez pendant au moins une demi-heure le graphique côté gauche, et puis vous vivez un nouveau moment. Et c'est pour ça que j'adore la bourse, c'est pour ça que pour moi c'est passionnant. Hormis un instrument de développement personnel incroyable et permet de gagner de l'argent au passage, c'est que on peut vivre plusieurs vies dans une journée, si j'ose dire. Donc, rappelez-vous bien, on fait la partie en day trading ou scalping l'Europe, et l'après-midi, on remet tout à zéro. On remet absolument tout à zéro. Et là, on avait sur le Nasdaq une accélération très nette. Mais si on était sur un biais baissier, c'était difficile à voir. Et à accepter qu'il fallait se remettre à acheter. Donc il faut vraiment avoir cette fluidité d'esprit. Vous pouvez très bien vendre comme un gros porc le matin et racheter comme un goré l'après-midi et vice-versa. On s'en fiche, on est là pour percevoir la tendance du moment et être vraiment dans nos bonnes unités de temps. Je vous ferai remarquer quelque chose qui était intéressant au niveau du MACD, c'était le tassement que l'on avait ici sur les petites bougies rouges et le croisement et la première, si j'ose dire, lumière verte du MACD. Alors, toujours en retard, on est bien d'accord, mais c'est justement toute la force du MACD, c'est de nous confirmer une tendance qui a bien débuté, bien commencé. Et donc, si on reste en pur MACD, mais vraiment en pur MACD, on repasse vert. Ici, écoutez, les bougies sont plutôt pas mal. On renforce avec une analyse Ankinashi. On a ce que j'appelle le Q-plat, donc plutôt pas mal. Et ben on rentre, on prend une petite louchette pour voir. Hein. Et puis on continue. Regardez, les bougies vertes sont de plus en plus intéressantes. Elles continuent de manière continue. Et on a nos Q-plats qui continuent presque parfait. Ici, on aurait peut-être pu avoir un doute et vendre avec les bougies Ankinashi, mais on avait notre MACD qui, au contraire, s'amplifiait. Donc, on avait une possibilité de se dire, je vais quand même tenter le coup pour regarder encore jusqu'à la fin 2 séances et voir ce que ça donne. Et on a fini, comme par hasard, sur la middle R1 mensuelle. Il n'y a pas de hasard, ni dans la vie, ni en bourse. Donc, on s'est positionné pile sur la middle R1 mensuelle. Et là, on avait vraiment... une zone, alors là je vous parle en tant que day trader, hein. Moi j'ai juste tradé de 15h30 à 16h, à 16h05, voilà, je voulais gagner une vingtaine de points pour payer le restaurant du soir et vaquer à mes autres occupations ultra urgentes à ce moment-là, et donc voilà, j'ai juste scalpé, j'ai gagné je crois au final 25 ou 27 points, ça a payé le resto du soir, super. Et on passe, je suis passé à autre chose. Mais là, pour un day trader qui pouvait rester en surveillance, en position pendant plusieurs heures, on avait vraiment quelque chose qui était
très propre. Et vous voyez, c'est l'accumulation de deux indicateurs techniques, 2 heures d'attente, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on était quand même sur un niveau, on voyait qu'on n'allait pas rester là, que ça allait ou partir plein sud ou partir plein nord. Et puis au bout de... après la bougie 2, 16 heures, entre la bougie 2 de 16 heures à 17 heures, on le voit ici, ça paraissait vraiment bien partir au nord. Donc on suit, on essaye de maintenir aussi longtemps que l'on peut, que sa tension le permet. Et comme le MACD est un indicateur que j'utilise pour avoir une continuité dans la tendance, il était plutôt extrêmement propre. Et regardez, il nous donne vraiment de beaux signaux ici de retournement sur toute la journée, ce petit MACD. Toutes les bougies rouges étaient des phases vraiment baissières, et après on est repassé petite bougie verte, face haussière. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est cet écartement entre les deux qui nous montrait que il y avait de plus en plus d'acheteurs, si j'ose dire. Donc voilà, essayez d'avoir un MACD, mais pas pour rentrer en position, pour conserver votre position. J'insiste bien, c'est à mon sens son gros intérêt et sa grosse différence. Tout le monde dit le MACD il est en retard et blabla, je n'utilise pas. C'est comme au judo, vous utilisez la force et la faiblesse de votre adversaire. Le MACD, effectivement, c'est un indicateur qui est en retard, mais on peut en faire une sacrée force pour tenir sa position. Puisqu'on est parti sur le Nasdaq, écoutez, on va voir qu'est-ce qui a permis au Nasdaq de faire un aussi beau rebond. Regardez, il n'y a pas de mystère, c'est notre action Microsoft qui a battu son record historique de tous les temps à plus de 331 $. Ouais, c'est pas mal. Alors pourquoi Microsoft s'envole comme cela de manière stratosphérique, je le prononce à peu près bien là, je pense. Tout simplement parce que leurs résultats sont excellents et que ça devient une entreprise qui résiste à tout. Le Covid, ça a été une chance pour elle. Elle a pu développer toutes ses activités cloud, Teams et compagnie. Ils ont de très belles perspectives. Les actions Microsoft ont donc atteint un niveau record. Et c'est surtout pour ça que je vous en parlais, la plus grosse maintenant capitalisation boursière de tous les temps. Elle vient de dépasser Apple puisqu'elle est à 2,5 milliards, 2500 milliards de dollars en capitalisation boursière, et tandis qu'Apple est légèrement en dessous. Donc voilà, on est sur des niveaux stratosphériques, mais Microsoft, on l'utilise tous les jours. Alors vous avez peut-être un téléphone Microsoft. Ils ont sorti des téléphones absolument incroyables en double face, avec un double écran. Technologie Samsung à l'époque, mais un petit peu améliorée. Donc je vais aller les voir. Je suis presque sur le point de faire une infidélité à Apple, j'en ai honte. Mais quand je vois ça, je me dis waouh, ça peut être absolument génial. Et puis vous êtes sûrement sur Windows 10, peut-être demain Windows 11, vous utilisez Word, vous utilisez Excel. Voilà, donc ça c'est qu'une petite partie en fait de leurs revenus. Ils ont des infrastructures de calcul, etc. Moi, toutes mes sauvegardes personnelles, entreprises sont sur Microsoft. Je suis pas sur Amazon par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment une entreprise qui est anti-crise et sans grande concurrence. La seule chose qui pourrait poser problème, c'est qu'à nouveau on essaye de casser Microsoft pour monopole, etc. Je pense pas qu'il y ait de grands risques, où ce sera extrêmement symbolique, parce que les États-Unis ont compris que c'est pas le moment d'affaiblir leurs entreprises quand ils sont dans une guerre totale avec la Chine, et notamment la guerre des cerveaux, et ça on en parle dans le webinaire économique juste après. Donc voilà pour Microsoft. On va prendre les Apple. Donc Apple qui baisse fortement, Amazon qui baisse fortement, qui perd
plus de 2% en séance. Alors, est-ce que vraiment c'est une baisse forte? Si on regarde sur Amazon, ils sont loin de leur record au-dessus des 3700 $. On est à 3300 et on a plutôt un profil, j'allais dire, défensif. On essaye de se maintenir au-dessus des 3200, mais avec une certaine difficulté pour le moment. D'autant plus que là, on a eu l'effet, si j'ose dire, qui aurait pu être très positif, qui est l'effet trimestriel, mais ça a joué contre eux. Mais Amazon a été extrêmement honnête, puisqu'ils ont annoncé des baisses de leur... pardon, j'essaye de retrouver la note que j'avais notée dessus. Voilà, donc Amazon, ce qu'il a fait chuter, c'est qu'ils ont des prévoyances sur les ventes de fin d'année extrêmement médiocres. Ils s'attendent vraiment à des ventes médiocres. Tous les ans, avec l'arrivée de Noël, Amazon battait record sur record. Et là, ils préviennent que ça risque de pas être le cas. Ils mettent pas en avant les problèmes d'approvisionnement, de transport maritime et tout. C'est simplement de pénurie de main-d'œuvre. Ils ne trouvent pas suffisamment de monde pour pouvoir gérer leur stock et leur flux. Ils ont augmenter les salaires, mais cela ne suffit pas. Le Covid a beaucoup rabattu les cartes et beaucoup de gens ont changé de profession. C'est aussi la flexibilité. Ça a permis de se remettre en cause et d'aller peut-être vers des métiers légèrement moins bien payés ou mieux payés, mais qui permettent une meilleure qualité de vie. Et c'est pour cela que, par exemple, on a... en France, on parle qu'on a des pénuries d'infirmières. Oui, mais c'est valable dans absolument tous les pays, européens. Bon, sauf aux États-Unis, ça va bien, mais une infirmière est payée entre 6 000 et 7 000 $. Voilà. Une infirmière dans le domaine public en France est payée 1 800 à 2 000 €. Et si elle va en intérim, elle touche 3 000. Donc voilà, on a un peu ce problème des salaires et de l'intérêt pour rester dans un métier. Moi, par exemple, je gagnais beaucoup d'argent, pas mal d'argent quand je travaillais pour le groupe Renault en tant que formateur en informatique. J'ai démissionné pour devenir prof et gagner 2 fois moins. Ça paraît totalement dingue, mais à l'époque, bon, voilà, je pouvais en tout cas me le permettre de vivre vraiment ce qui m'intéressait. Actuellement, si j'étais salarié, je pense pas que je démissionnerais pour gagner 2 fois moins, parce que derrière, on a l'inflation. Et c'est la même chose pour les infirmières qui gagnent 2 000 €. Elles se disent, si je me mets en intérim, je peux gagner beaucoup plus, 50% de plus à peu près. Donc, je vais peut-être le faire. Donc on a des secteurs où ils ont du mal à recruter, les salaires sont assez bas, s'ils les montent, ça attire pas suffisamment de monde non plus. S'ils les augmentent trop, on a une inflation qui va exploser et tous les prix vont coûter beaucoup plus cher. Amazon devrait monter ses prix. Donc ils sont là dans une gestion à voir un peu encore dans 6 mois si les gens retournent au boulot, reprennent ce type de boulot ou pas. En tout cas, on est dans une période où chacun se réajuste personnellement, a revu ses priorités, et on le voit comme ça dans des entreprises auxquelles on n'aurait pas pensé, comme Amazon. Pour ce qui est de Microsoft, pour ce qui est d'Apple, alors on est quand même sur les plus hauts avec Apple, historique, en meilleure position qu'Amazon. La seule chose que nous dit Apple, c'est qu'ils feront peut-être pas un aussi bon chiffre d'affaires qu'attendu, parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en puces, etc. Mais ce que le marché a beaucoup apprécié, c'est qu'Apple devient de plus en plus indépendant. Elle a dégagé Intel, donc Intel s'est pris une énorme claque en bourse, parce que Apple sort ses puces M1, il y aura sûrement dans 1 an ou 2 des puces M2, etc. Donc ils contrôlent toutes les phases de production de leur ordinateur, et peut-être qu'ils vont aussi sortir les barrettes de mémoire ou des choses comme ça uniquement
en mode Apple, s'ils estiment que là ils ont des marges à gagner par rapport à leurs fournisseurs classiques. Pareil pour les SSD, mais le microprocesseur c'est quand même quelque chose c'est le cœur de la machine. C'est là où vous pouvez rendre votre machine beaucoup plus puissante et gagner aussi beaucoup plus de marge. Et là Apple s'affranchit d'Intel. Et c'est à saluer au niveau technologique. C'est certainement dizaines d'années de recherche derrière. Ils n'ont pas sorti leur puce comme ça en claquant des doigts. Rien que constituer les équipes et aller chercher les cerveaux dans la guerre des cerveaux dont nous allons parler dans une demi-heure, ça paraît... ce sont des plans qui se planifient sur 5 à 10 ans et le marché salue ça. Hein. En 15 jours, on voit que le marché privilégie et salue les entreprises qui maîtrisent leur chaîne de production. J'en ai parlé la semaine dernière pour Tesla. Je vous ai parlé dans le Good Week Trading samedi dernier. Tesla, cette semaine, a complètement flambé en bourse. Elle a pris 12% lundi et elle a continué comme cela parce qu'elle maîtrise tout le code informatique qui est dans ses voitures, ce qui lui permet de reprogrammer extrêmement rapidement les puces. Alors peut-être que Tesla se mettra à produire ses propres semi-conducteurs, ses propres puces, un petit peu comme Apple, et elles seront encore plus indépendants. Mais voilà, ce qui est vraiment salué et apprécié par les marchés, c'est des entreprises qui sont de moins en moins dépendantes à un tiers, à un fournisseur XYZ. Et ça, c'est la mondialisation qui nous a montré... et le Covid surtout qui nous a montré notre interdépendance et le retour à une forme d'indépendance pour les entreprises. Alors bon, elle ne peut pas être absolue, hein, bien entendu, parce qu'Apple ne va pas acheter des mines pour extraire la matière première pour le plastique, pour le silicone qu'il utilise dans ses ordinateurs. On sera toujours dépendant d'eux. Apple ne va pas construire ses centrales nucléaires pour alimenter ses usines, etc. Mais être un petit peu moins dépendant d'un pays de fournisseurs chinois est quelque chose d'appréciable et les marchés le saluent. Donc on a des critères ESG de plus en plus dans les... il n'y a plus que ça maintenant, on ne parle plus que de ça chez les gestionnaires de fonds. Donc une entreprise ESG va être beaucoup plus achetée, donc à favoriser en portefeuille type PEA, compatible ESG on va dire, et on risque d'avoir une sorte de nouveau label qui va être indépendance productive ou quelque chose comme cela, à prendre vraiment en considération. Et Microsoft par exemple, l'essentiel de ses ingénieurs, de ses équipes, ils sont complètement made in Microsoft, hein. Ils délèguent pas une entreprise X, Y ou Z leur code. Donc voilà, avoir la maîtrise, contrôler la chaîne de production de A à Z, c'est maintenant les grandes forces des entreprises. Et c'est aussi là où on peut économiser le plus d'argent. Voilà, on va revenir sur nos petits indices dans la liste et on va finir par le Bitcoin. Allez, donc le CAC 40, super. CAC 40 qui nous a encore breaké. Alors les 6008, c'était pas évident. Mais vous le voyez, on s'est mis à breaker les 6008 après la clôture des marchés européens. On a eu la confirmation et il s'est envolé, bloqué par la middle R1 mensuelle, qui n'est pas non plus une coïncidence, exactement comme pour une Nasdaq. Donc ça va plutôt bien. Le DAX, je vous avais dit, c'est un peu l'élément faible de la bande. Il n'a pas breaké ses plus hauts, il n'a pas rejoint les 15 750. Il a réussi à remonter sur les 15 700. Vous voyez aussi ici, rapidement, en MACD, qu'on avait un point d'entrée retardé, mais avec la taille des bougies, c'était plutôt pas mal. Pour pouvoir continuer éventuellement une position sur le DAX, mais c'était un petit peu cavalier parce que c'était vraiment l'élément qui allait le moins. Par contre là on ne se posait pas de questions, c'était quand même sur le CAC 40 qui a eu une magnifique accélération. L'Eurostock, il nous fait bien mieux lui aussi, donc record sur l'Eurostock, au-dessus des 4250, au contact de la middle R1 mensuelle.
Middle RA mensuel du mois de novembre, hein, bien sûr. Là, je considère que c'est les nouvelles valeurs sont calculées ici. Donc, le middle RA mensuel du mois de novembre. Il se positionne dessus. Bah, écoutez, idéal pour avoir peut-être une petite vague de baisse et repartir à la hausse pour peut-être préparer un rallye. Un rallye de novembre et décembre. En tout cas, il est vraiment en bonne position. Regardez, au mois de novembre 2020, on était sur les 2800 et on est à 4002, on a pris 50% très précisément en un an sur l'Eurostock 50. Privilégier les grosses capitalisations, donc vraiment ça marche. Il n'y a rien à dire, on ne voit pas du tout d'essoufflement. Le Nasdaq, on l'a vu, il s'est mis à breaker, pas de souci. Le Dow Jones 30, il n'a pas breaké, il n'a pas encore dépassé les plus hauts. Il se positionne, lui, sur la middle RA mensuelle du mois prochain, aussi un petit peu en dessous, donc il va essayer de rattraper les 35 750. Il est à moins de 1% des 36 000. Voilà, c'est un niveau symbolique qui peut peut-être aller rechercher par les intervenants. On aime bien les symboles. J'ai mis une hypothèse, on verra. C'est que les marchés vont être un peu plus compliqués à gérer, mais ils vont peut-être continuer à monter jusqu'à la fin de l'année. On pourrait clôturer sur des plus hauts historiques de tous les temps à la fin de l'année. Une hypothèse. Et ça saluerait notre décennie de hausse non-stop. Et puis on pourra avoir un reflux à partir du 15 janvier et avoir un marché qui aura du mal à retrouver un 4e, 5e, 6e, 10e souffle pour continuer, 11e souffle on va dire, pour continuer à monter de plus en plus haut, parce que on va avoir quand même, là on va se rapprocher du moment où les banques centrales risquent de remonter un petit peu les taux. On sait que ça arrive, voilà. Mais je pense qu'on ferme les yeux et on fera presque les surpris quand les banques centrales remonteront un petit peu les taux. Elles en ont besoin. De remonter les taux. Il y a besoin qu'il y ait un petit peu d'inflation. Ça permet de réduire la dette, hein, l'inflation. Donc c'est aussi un jeu, laisser courir l'inflation, mais pas trop, puisqu'on a emprunté à rien du tout. Mais si on rembourse avec une inflation à 4-5%, bah, c'est toujours ça de moins à rembourser. On rembourse la première année, on va dire, en simplifiant que 95%. Puis la deuxième année, on rembourse que 92%, etc. etc. L'inflation mange la dette. En cas d'inflation, bah, il vaut mieux être endetté. Et quand il n'y a pas d'inflation, il vaut mieux s'endetter. Donc c'est ce qu'ont fait les États de manière très très habile. Les France Trésor a vraiment été super fort à ce niveau. Hein. Ils ont emprunté de manière négative ou à 0 ou à 0,25 pour se débarrasser des dettes qu'on avait à des taux à 5% par exemple. Tiens, on vous rembourse par anticipation, poum, prenez ça. Et on a repris des dettes quasiment à taux négatif pour certaines. Donc c'était vraiment super bien joué. Et maintenant, la deuxième phase du jeu pour les banques centrales et pour les États, c'est se plaindre qu'il y ait de l'inflation. Voilà, parce que forcément la population râle, on s'en plaint. Mais le but du jeu, ce serait quand même pas mal que pendant 4-5 ans, on garde une inflation à 4-5%. Ça réduit quand même considérablement les dettes. Et puis bon, bah, selon les pays, ça va pas réduire les dettes, mais ça va permettre d'emprunter plus. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc pour le moment, tout va bien sur tous les indices. On va regarder le S&P 500. Lui aussi, nouveau record historique au-dessus des 4600. Voilà, il n'y a pas de signe d'affaiblissement. En intraday, vous voyez qu'on a eu exactement le même signal à 16h. Signal d'achat sur du MACD, sur le S&P 500, sur la bougie de 16h. Sur le Nasdaq, je vous la remontre, on a exactement la même à 16h. Et sur le Dow Jones, je vous la montre. Elle est un peu moins évidente sur le Dow Jones. On était quand même dans le vert. Elle était beaucoup moins évidente, hein, mais très propre sur le S&P 500, très propre sur le Nasdaq. Voilà, quand vous avez à peu près les indices majeurs qui vont dans un sens, c'est pour ça que je le répète, si vous tradez le Nasdaq et que vous n'avez pas le S&P 500 sous les yeux, et le Dow Jones, mais au moins le S&P 500 sous les yeux,
vous tradez un petit peu à l'aveugle. C'est très important. Ça sert à rien d'avoir les cours, hein. Regardez, voilà. Ça c'est ce que j'utilise avec ProRealTime pour avoir mes listes. Comme ça, je clique et on verra juste le Bitcoin après. Hop, voilà ça. On zappe directement sur le Bitcoin. Ça, c'est les listes que j'utilise pour vous faire les points hebdomadaires. Mais ça sert à rien d'avoir les valeurs comme cela, voir si elles sont rouges ou vertes. C'est important d'avoir le MACD, les points pivots, et voir quand est-ce qu'elles rebondissent à l'unisson ensemble. Et ça, c'est vraiment le top efficacité. Donc, sur Bitcoin, alors ce qui est intéressant sur Bitcoin, c'est qu'on a une petite stagnation. Alors, on s'est bien repris en dessous des 60 000, mais on n'a pas été rechercher les plus hauts à 66 000. Donc, on sent qu'il y a une petite phase d'hésitation, d'autant plus que je pense qu'il y a peut-être un transfert. Là, il y a peut-être pas mal de gens qui ont gagné pas mal de sous sur le Bitcoin, c'est qui se disent, bon, peut-être encaisser un peu, et finalement, quel est celui qui a le plus de possibilités, à part le Bitcoin, de progresser fortement? C'est l'Ethereum. Et l'Ethereum, lui, il n'a pas hésité, il a battu, comme vous le voyez, ses records historiques. Donc là, je pense qu'il y a ce qu'on appelle j'encaisse sur Bitcoin, je me décharge un peu du Bitcoin, et avec les gains, les bénéfices, le cash que j'ai libéré, j'en mets un petit peu sur l'Ethereum, qui est finalement à des cours extrêmement accessibles à tout le monde, à 4300 $. On n'est pas sur les 60 000, 61 000, 65 000 $ du Bitcoin. Et là, très nettement, on le voit ici, hein, vraiment sur ce graphique, sur une année, très bien parti sur l'Ethereum, il est sur ses plus hauts, on n'a pas eu de prise de bénéfices massif, il reste toujours collé à ses plus hauts, tandis que Bitcoin, hop, on reprend le même graphique, il a récupéré ses plus hauts, mais là on voit depuis le 20 octobre, donc ça fait à peu près maintenant 10 jours, il n'arrive pas à récupérer ses plus hauts. On sent qu'il y a un début d'essoufflement. Il a rebondi sur la résistance 2 mensuelle, c'est le grand classique, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir une phase de baisse et retourner sous les 60 000 et peut-être 55 000, où le plus haut du mois précédent était à 53 000, donc entre 53 et 55. Voilà, si j'avais à mettre un ticket baissier, ce serait plutôt sur le Bitcoin, un ticket haussier serait plutôt sur l'Ethereum. Après, vous pouvez faire un straddle ou tout ce que vous voulez avec. Mais voilà, je sens qu'il y a moins de dynamisme, en tout cas, sur le Bitcoin. On en reparlera dimanche à 11 h pour voir le trading sur Bitcoin futur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir. On a le baril de pétrole, on peut se le mettre, qui est toujours au-dessus de 80 $. Hein. Il est bien protégé par sa résistance 2 mensuelle. Donc pour lui, tout va bien. On le voit ici qu'on a eu un début de baisse voilà, sur 48 heures, mais ça n'a pas été bien loin. Il reste toujours au taquet. Et puis on a eu cette baisse là, donc entre mardi et mercredi. Et puis on a un début de rebond. De toute façon, tant qu'il reste au-dessus des 80 $, et en plus il est protégé par le nouveau point pivot mensuel du mois de novembre à 80 $, tant qu'il reste au-dessus de 80 $, bon, ça reste un marché haussier. Et je pense que c'est un niveau qui arrange bien les pays producteurs de pétrole. Pour vous donner un ordre d'idée, beaucoup de pays producteurs d'hydrocarbures, on va juste parler plutôt des hydrocarbures, donc gaz et pétrole, à 80 $, ils nourrissent leur population, ils peuvent investir, ils se mettent plein de cash de côté. Alors à 150 $, ouais, c'est génial. Mais à 150 $, il y a quand même moins de consommateurs. 80 $, c'est vraiment un niveau idéal pour eux. 60 $, ça va. 40 $, ils gagnent rien. Ils gagnent rien, entre guillemets, ils survivent. Donc 80 $, c'est un bon niveau et je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de maintenir le plus longtemps possible sur ce niveau. Mais
c'est pas leur intérêt non plus qu'il y ait un emballement à 100 $, 120 $, etc. Comme on a pu connaître, ils savent que c'est provisoire et que généralement après le marché se prend une grosse claque. Donc en fait, je pense que la stratégie des pays de l'OPEP, de l'Arabie Saoudite, c'est d'essayer d'avoir ce niveau-là à 80 $, 80, 85. C'est un super niveau pour eux. Ça ne perturbe pas trop les économies de leurs consommateurs, donc ça va bien. C'est un peu comme les pommes. Je vous donne un exemple, à Intermarché, ils achètent, bon ça je le sais, ils achètent des pommes à 50 centimes à Rungis, 40 centimes à Rungis le kilo, et ils les vendent entre 1,50 € et 2,50 € selon les Intermarchés. Je dis Intermarché comme je pourrais dire Carrefour, hein, peu importe. Pourquoi le niveau varie d'un Intermarché, d'un Carrefour, d'un Auchan à l'autre entre 1,50 € et 2,50 €? C'est énorme, hein. C'est 60%, 70%. Ça dépend de la population, tout simplement. Parce que vous payez votre kilo de pommes à 40 centimes, vous le mettez à 1,50 €, toutes vos pommes partent. Bon, la semaine d'après, vous le mettez à 1,80 €. Ça part, super. Vous le mettez à 2 €. Ah, vous en vendez moins. Bon, vous le mettez à 1,90 €. Vous ne vendez pas autant. Vous mettez à 1,80 € et vous vendez tout. Donc c'est exactement ce qui se passe pour le baril de pétrole. Les pays de l'OPEP essayent de trouver la bonne combinaison pour qu'ils aient toujours autant de demandes, autant d'acheteurs au niveau le plus élevé possible. Et c'est pour ça que la même pomme à Neuilly va coûter 2,50 € le kilo et elle en coûtera 1,20 € en Seine-Saint-Denis. Et ils ont quand même acheté à Rungis, et c'est exactement les mêmes, mais vous adaptez à la population et au pouvoir d'achat de votre zone d'achalandise. Bon, pour les pays de l'OPEP, leur zone d'achalandise, c'est la terre. Voilà, ils n'arrivent pas à vendre aux Vénusiens, les Martiens, ils sont totalement écolo, bobos, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est devenu un désert, ils ne consomment plus du tout. Donc voilà, et c'est ça qui est passionnant en économie, c'est que si vous pouvez avoir en microstructure, vous avez une petite moyenne surface, vous ouvrez une petite épicerie, si vous l'ouvrez dans le 8e arrondissement à Paris ou si vous l'ouvrez dans le 20e, vous n'allez pas mettre du tout les mêmes prix. Si vous mettez les mêmes prix, vous allez ou vous couler dans le 20e ou rien gagner dans le 8e. Et c'est aussi pour ça que les loyers sont différents d'une zone à l'autre. Si vous êtes commerçant, vous allez payer plus cher votre loyer dans les zones où vous avez des gens qui ont le plus fort pouvoir d'achat, parce que vous allez pouvoir vendre vos produits un petit peu ou même beaucoup plus cher. Ça dépend comment vous allez les présenter aussi. Et donc c'est ça qui est absolument génial en économie, c'est que tout ce que vous comprenez en microstructure, votre économie au quotidien, c'est la même chose à l'économie de la planète. Sauf que bon, il y a quelques zéros en plus en enjeu, mais ça fonctionne exactement pareil. Et là, l'OPEP essaye de trouver historiquement, il y a eu plein de recherches, plein d'études, ça je vous les passe, des thèses et tout, qui montrent qu'au-dessus de 75 $, ils sont super contents. Au-dessus de 80 $, c'est le jackpot pour eux, parce que ça ne leur coûte pas un centime de plus à produire, qu'ils nous le vendent 75 ou 80 $. Ça revient toujours, surtout pour l'Arabie Saoudite. Ils ont la chance d'avoir du pétrole à faible profondeur, donc ça ne leur coûte rien du tout, quasiment rien à pouvoir le faire sortir de terre. 10h56, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. On se revoit dans 10 minutes et on va parler de la mondialisation des cerveaux, des prix Nobel et la lutte sournoise qui s'organise entre les États pour piller les autres. Et là, on ne parle pas de matières premières, on va parler des cerveaux. Sur ce, portez-vous bien. Merci de m'encourager à continuer en mettant plein de petits pouces pour vous faire 4 heures de webinaire le week-end. Je sais que c'est apprécié et c'est là où vous avez aussi le plus de temps pour les visionner tranquillement. Portez-vous bien et puis on se retrouve dans 10 minutes. Ciao!